Bonsoir à tous, bienvenue. Migration irrégulière, les ministres Amon Tano et Kandia Camara participent à une rencontre sous-régionale. Il s'agit pour les États ouest-africains de travailler en synergie afin d'arriver à freiner ce phénomène qui touche de nombreux pays dans le monde. L'Office national de l'eau potable, ONEP, veut améliorer ses performances. Les chiffres actuels se situent entre 80 et 85% au niveau national. L'objectif est d'atteindre 95% de couverture en matière d'accès et d'approvisionnement en eau potable en 2020. Tout comme l'eau, l'accès à l'électricité est aujourd'hui vital. Le gouvernement ivoirien a lancé en 2014 le programme Électricité pour tous, avec pour objectif d'électrifier 1 million de ménages jusqu'en 2020. Où en est ce programme après 4 ans d'exécution? Des réponses dans EcoPlus. La première ministre britannique Theresa May et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker se sont entendus sur des mesures pour éviter le rétablissement d'une frontière dure entre l'Ulster et la République d'Irlande. Mais l'avis du procureur général sur ces mesures est tout autre. Merci de vous informer sur la chaîne qui rassemble. La migration irrégulière des jeunes Africains reste une préoccupation importante des États du continent. Quelles solutions? Comment freiner le phénomène? Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest travaillent à la conjugaison de leurs efforts. Un colloque sous-régional les réunit à cet effet. Serge Coléa. Ils sont des milliers de jeunes Africains migrants irréguliers morts en mer Méditerranée ou dans le désert selon l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Le phénomène inquiète de plus en plus les pays de la CEDEAO réunis à Grand-Bassam en Côte d'Ivoire pour un colloque sous-régional. Les ministres de la CEDEAO vont présenter leurs différentes politiques de lutte contre la migration irrégulière. Objectif, partager leurs expériences. L'ensemble du gouvernement mène des actions en faveur des jeunes en termes de formation de qualité, en termes d'opportunités d'emploi. Donc nous disons aux jeunes de saisir ces opportunités-là ici dans notre pays au lieu de tenter cette aventure-là qui au bout ne crée que désolation. 75% des migrants qui partent de Côte d'Ivoire ne sont pas au chômage. Et ils dépensent à peu près 1 million à 1,5 million de francs CFA pour aller faire cette aventure périlleuse, pour ne pas dire mortuaire. Donc, tant qu'on n'aura pas les causes profondes qui motivent ce mouvement, il sera difficile d'apporter des solutions adéquates. L'ancien maire de Lampedusa, ville italienne considérée comme une des portes d'entrée des migrants africains, est venu témoigner de l'ampleur du phénomène. Je l'ai vécu comme une grande tragédie. C'est surtout une grande tragédie parce qu'il arrivait dans mon île les vivants, mais aussi beaucoup de morts, des enfants, des femmes. Des hommes. Ce colloque sous-régional va durer 3 jours. L'objectif est de mettre en place au niveau des pays de la CEDEAO une stratégie efficace de lutte prenant en compte les avis des premiers concernés, à savoir les jeunes Africains candidats potentiels à la migration irrégulière. Comment améliorer les performances de l'Office national de l'eau potable ONEP en matière d'approvisionnement des populations? Les chiffres actuels se situent entre 80 et 85% au niveau national. Et l'objectif est d'atteindre 95% en 2020. Serge Coléa. Atteindre une couverture nationale de 95% en matière d'accès à l'eau potable, offrir de l'eau en quantité et en qualité aux populations. Voici quelques directives essentielles assignées par l'État de Côte d'Ivoire à l'ONEP, l'Office national de l'eau potable. Pour évaluer la situation en ce premier trimestre de l'année 2019, le président du conseil d'administration, Jean-Louis Kouakou-Abonouan, et le directeur général, ainsi que les différents responsables de l'ONEP, ont fait le point de la situation du secteur. Il ressort des échanges que l'approvisionnement en eau potable couvre la majeure partie du territoire.
80% en zone rurale et 85% en zone urbaine. Il s'agit d'améliorer ces chiffres d'ici à 2020 pour atteindre les 95%. Si nous prenons par exemple le cas d'Abidjan, aujourd'hui la production au niveau de la ville d'Abidjan est une production suffisante. Le défi se trouve aujourd'hui dans la distribution des réseaux qui seront à mettre à niveau. Alors quant à l'intérieur du pays, il y a encore des programmes structurants qu'il faut mettre en place, qui sont en train d'être traités par la mise en place de certains financements structurants avec plusieurs bailleurs de fonds. Donc pour vous dire que le séminaire que nous faisons, il arrive à point nommé et cela permet de mettre un peu, je dirais, la situation à la normale. Il s'agira pour le directeur général et les experts réunis de dégager les grands axes du programme triennal. D'ici à 2025, l'ONEP ambitionne une couverture nationale en eau potable de 100%. L'accès à l'électricité est également vital aujourd'hui. Le gouvernement ivoirien a lancé en 2014 le programme Électricité pour tous, avec pour objectif d'électrifier 1 million de ménages jusqu'en 2020. Au bout de 4 ans, de 2014 à 2018, ce programme a permis de raccorder au réseau 408 882 ménages, principalement dans les zones les plus reculées avec des faibles revenus. Le dossier EcoPlus de ce mardi nous montre comment ce programme d'électrification a changé la vie de milliers de personnes. Jean-Luc Bangbo. Au bout de cette piste qui s'enfonce dans la forêt, la petite localité de Dogagnoa. Village située à un quart d'heure de la ville de Gagnoa. Une population essentiellement composée d'agriculteurs. Mais Yves Tapé, le président des jeunes du village, s'est reconverti en une autre activité bien particulière. Vous voulez charger vos compteurs? Oui, okay. Je vais charger mon compteur. C'est le numéro de compteur, hein? Oui. Combien? C'est ça qui est là. 2000. Yves est ce qu'on appelle ici revendeur de recharge d'électricité, une activité qu'il a embrassée à l'avènement des compteurs intelligents de la compagnie ivoirienne d'électricité, dit compteur A4 ou compteur prépayé. Le village de Dogagnoa en a été doté à la faveur du programme Électricité pour tous, PEPT, une aubaine qu'a saisi Yves. Avec l'arrivée des nouveaux compteurs, ça m'a même permis de m'exercer encore plus dans le rechargement. Donc ici, présentement, je suis beaucoup basé dans le rechargement que dépôt retrait maintenant. Parce que tout le monde a le compteur. Or, ce n'est pas tout le monde qui vient faire retrait, ce n'est pas tout le monde qui vient faire dépôt. Or, le courant, tout le monde a le courant, donc tu es obligé de charger. Pour pouvoir exercer, Yves Tapé crédite son compte Mobile Money, ce qui lui permet d'acheter des unités de rechargement pour le compteur des villageois. C'est avec le numéro des compteurs qu'il fait les achats d'énergie. Ceci grâce à un code à 20 chiffres correspondant au montant de l'énergie achetée. Une fois j'ai mis le code, il n'y a plus OK. Et c'est fait, c'est écrit accepté. Face aux nouveaux défis imposés par la grande mobilité des populations, combiné avec la mise en œuvre du programme Électricité pour tous, il urgeait de donner plus de possibilités à tous les ménages, surtout à ceux qui résident dans les zones les plus reculées, de se procurer facilement l'énergie prépayée. C'est ce qui a permis à Désiré Babou, ce septuagénaire, de se reconstituer ce petit confort à Dogagnoa. Un souvenir de ces années citadines. Le courant, ça me sert à regarder ma télévision, ça me sert à jouer mon poste, ça me sert à, en tout cas, alimenter mon congélateur. Et ça me met heureux. Avec une recharge de 5 000 francs CFA, le vieil homme peut s'offrir 2 mois de bonheur. Courant là, c'est un truc de développement. Ça fait que le village est développé. Même à partir de 20 ans, tu arrives à Degnan, tu es arrivé en ville. Nous retrouvons Yves Tapé, le téléphone collé à l'oreille. Il a été appelé par un autre abonné pour un autre rechargement. Le village a reçu à la faveur du programme Électricité pour tous près de 250 compteurs à carte. Patrick Alou a reçu le sien depuis le 12 décembre 2018. Avec mes 2000, 3000 que je mets là, en tout cas, je gère mon appareil comme je veux. Parce que c'est une télévision, en tout cas, tu es sophistiqué.
Donc elle me tire le courant, mais néanmoins avec mon compteur, j'arrive à l'utiliser comme je veux. Le tarif du branchement en abonnement normal est de 150 000 francs CFA. Il était un frein pour Patrick. Au départ, les compteurs ordinaires, là, pour l'avoir, là, en tout cas, tu peux même vendre ta plantation pour avoir un compteur. Mais avec celui qui est là aujourd'hui, sans rien vendre, j'ai eu un compteur. Mais pour Yves Tapé, tout n'est pas aussi rose. Pour le rechargement de ses clients, il fait face aux problèmes qu'il redoute le plus. Présentement, j'ai un problème de réseau. Toi-même, tu recharges, ça passe. Mais on ne t'envoie pas le code maintenant. Ça peut faire 1 jour, 2 jours pour recevoir le code. Donc là aussi, ça nous met un peu en difficulté avec le client. Heureusement, au village, on finit toujours par s'entendre. Comme Yves Tapé, l'avènement des compteurs A4 et du programme Électricité pour tous à Dodianoa a changé la vie de Alidou. Cet électricien bâtiment a vu les sollicitations pour les branchements et les dépannages se multiplier. Petit Yves est l'arrivée. Envoyez le câble, l'arrivée du courant. On va faire la connexion. Quand les compteurs A4 sont arrivés, bon, on a fait beaucoup. Ça fait que j'ai plein de dépannages. La nuit étant couché, on peut t'appeler au téléphone. Viens, j'ai un petit problème de courant. Tu arrives, bon, le client, c'est pas une grande panne. Soit c'est l'ampoule seulement qui est grillée. Avant l'arrivée des compteurs A4, le village de 5000 âmes ne comptait que 59 compteurs. Jean-Baptiste Niaoré a dû abandonner son ancien compteur pour se mettre à l'ère du prépayé. Assistant au branchement que réalisent Alidou et ses collaborateurs, il s'abandonne au rêve. La vie a déjà commencé comme ça. La belle vie commence parce que un jour je suis assis là, puis j'ai mes ventilateurs là, j'ai mon placement là, bon, un petit congélateur. Je suis heureux. Grâce au programme Électricité pour tous, ce sont 408 882 ménages qui ont été raccordés au réseau électrique d'octobre 2014 à septembre 2018. Le PEPT, c'est un programme qui est complémentaire au programme national d'électrification rurale qui permet à chaque habitant en milieu rural de disposer d'électricité dans son domicile en ne payant que 1 000 francs pour souscrire au programme et le reste de l'investissement donc qui est en moyenne autour de 150 000 francs, le reste est payé sur une dizaine d'années. Pour renforcer l'impact social de ce programme, le gouvernement a décidé de prendre en charge de façon temporaire les frais de souscription. C'est-à-dire 400 000 ménages. Le gouvernement paye les 1 000 francs de souscription et donc ces ménages-là n'auront rien à payer jusqu'en 2020. Le programme Électricité pour tous se fixe pour objectif de raccorder 1 million de ménages à faible revenu d'ici à 2020. Un fonds a été mis spécialement en place pour financer ce projet social d'électrification. Il est estimé à 197 milliards de francs CFA. Comment faire partie donc des bénéficiaires de ce fonds et être raccordé au réseau électrique national? RTI 1 reçoit le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables. D'ici quelques années, toutes les contrées de la Côte d'Ivoire seront éclairées. Comment? Vous le saurez tout à l'heure au cours de votre émission RTI 1 reçoit. Ce sera tout à l'heure après ce journal à 20h50. Dans la filière cacao, la Hollande vient à la conquête du marché ivoirien. Des acteurs de l'industrie cacaoyère des Pays-Bas séjournent en Côte d'Ivoire. Cette mission est initiée par le port d'Amsterdam, le plus grand port d'importation de cacao au monde. Il s'agit entre autres de renforcer la communauté du cacao et assurer le positionnement d'un pôle Amsterdam en tant que partenaire des Ivoiriens et des Ghanéens. Noël Niagno. Présente sur les bords de la lagune ébriée pour un séjour centré sur le commerce et le développement des affaires entre la Côte d'Ivoire et la Hollande, la délégation hollandaise conduite par Mme Elisabeth Post, députée de la province de Noord-Hollande pour les finances, la mobilité et les ports de mer, a eu 2 rencontres lundi avec 2 personnalités du gouvernement. Dans la matinée, la délégation hollandaise était au cabinet du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Au menu de cette rencontre, le cacao et la durabilité de sa production. La Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao au monde depuis des décennies, avait en face d'elle les acteurs du port d'Amsterdam, le plus grand port d'importation du cacao du monde.
Ça, c'était à la quête de stabilisation. Dans l'après-midi, c'est au tour du 20e étage de l'immeuble Siam d'accueillir la mission hollandaise. Le maître des lieux pour cette rencontre, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo a expliqué à ses hôtes la situation économique de la Côte d'Ivoire avec les principaux clignotants au vert, notamment une inflation maîtrisée et une croissance de plus de 7%. Soulignons entre autres que la mission hollandaise veut mettre l'accent sur le développement durable, renforcer la communauté du cacao, partager les connaissances et les expériences des différents partis. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon va bon train. Les deux pays ont procédé il y a quelques jours à la signature de l'échange de notes relatives à la conception des plans détaillés du projet d'aménagement du centre hospitalier universitaire de Cocody. C'est un projet financé par le Japon à hauteur de 630 millions de francs CFA. Double passation de commandement au 1er bataillon d'infanterie à Akwedo. Le lieutenant-colonel Jean Kouassi, nouveau chef de corps de bataillon d'artillerie sol-air, a pris fonction. Le lieutenant-colonel Oku Atsin, nouveau chef de corps du 1er bataillon d'infanterie également à Boussanogo. Passation de commandement à la tête du bataillon d'artillerie sol-air sur le plateau d'Akwedo. De par le président de la République, chef suprême des armées, vous connaîtrez désormais le chef, le lieutenant-colonel Kouassi Jean-Bruno, ici présent. Et vous lui obéirez en tout ce qui vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois pour le succès des armes de la Côte d'Ivoire. En recevant le drapeau des mains du colonel-major Dem Ali Justin, chef d'état-major de l'armée de terre, le lieutenant-colonel Kouassi Jean-Bruno devient le nouveau chef de corps du bataillon d'artillerie sol-air. Il a pris le commandement effectif des troupes après avoir présenté son premier salut au chef d'état-major de l'armée de terre. Le lieutenant-colonel Kouassi Jean-Bruno s'engage à entreprendre une série d'actions devant mener son bataillon à son plein rendement. Un point d'honneur sera mis sur le respect de la discipline et de la déontologie militaire. De même, l'instruction militaire et le sport constitueront ma priorité. Je voudrais pouvoir compter sur l'engagement de chacun et la participation de tous afin d'honorer les grands actes énumérés. Je vous invite donc à retrousser vos manches et à vous mettre résolument au travail pour le rayonnement des forces armées de Côte d'Ivoire. Au 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo, le lieutenant-colonel Brahima Doumbia, après avoir dirigé cette unité de septembre 2016 à mars 2019, passe le témoin au lieutenant-colonel Oku Astin Henry, qui devient ainsi le 23e chef de corps du 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo. Je m'engage à mériter par le travail et seulement le travail, cette confiance qui ne se négocie pas, mais qui se conquiert dans la sueur, dans le sang et dans la boue. Aussi, je m'emploierai à inscrire la cohésion et le respect au cœur de mon plan d'action. La passation de commandement participe de l'affirmation publique de la discipline et de l'éducation militaire des armées. Elle revêt pour tout militaire une signification particulière parce qu'elle exprime une mutation profonde tout en consacrant la continuité du commandement. Depuis plus d'un mois, certains élèves n'ont pas eu droit à des cours du fait de la grève des enseignants. C'est dans la commune de Cocody qu'ils se sont réunis ce matin pour manifester leur ras-le-bol. Nous Sangaré et Clément Boko. Et sûrement pour les Ambiance surchauffée dans la matinée de ce mardi 12 mars dans le centre-ville de Cocody. Des élèves dans la rue pour réclamer la reprise de cours dans les établissements primaires et secondaires publics. Près de 2 mois, mais on vient à l'école chaque jour, on ne fait pas cours. Il y a d'autres qui quittent à Bobo, Yopougon, Gonzague pour venir à l'école. Quand on vient, nos parents dépensent beaucoup d'argent. Nous qui sommes le futur du pays, sinon on ne va pas à l'école maintenant, comment on va faire maintenant? Alors que ceux qui sont censés nous encadrer, là, les professeurs ne viennent pas à l'école. Chaque jour on vient à l'école, les salles sont vides, il n'y a pas d'élèves ni de professeurs. C'est pour ça qu'on a décidé maintenant de faire une marche. En tant qu'élève, si on s'est pour venir à l'école, c'est parce qu'on veut étudier. Nous, on veut faire quelque chose de mieux, on ne veut pas rester là à vagabonder. C'est pour ça qu'on s'est inscrit.
Donc si on vient à l'école, on veut qu'il y ait des profs pour nous enseigner. Mais s'il n'y a pas de profs, ils n'ont qu'à revoir la situation. On a peur, on ne veut pas reprendre une année blanche, on va reprendre notre année. Ça fait 1 an de retard, La manifestation a été dispersée par la police. Plus d'1 mois que les cours sont paralysés dans certains établissements scolaires et secondaires publics du pays. Un cadre de dialogue État-syndicat est ouvert. Son objectif, analyser les différents points de revendication. Celle-ci porte sur la révalorisation des indemnités de logement, la suppression des cours de mercredi, de l'emploi d'instituteurs adjoints IA, ainsi que le relèvement au double de toutes les primes liées aux examens scolaires et la rémunération de la surveillance de ces examens. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro signe un accord avec le consulat de France. C'est un partenariat qui va faciliter la délivrance des visas pour la France aux enseignants et également aux étudiants de l'Institut. Michel Digré. Les visas seront facilités pour l'ensemble du corps enseignant et des directions, bien entendu, de l'INPHB. Cet accord concerne également les étudiants de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny qui souhaitent poursuivre leurs études en France. Ce sont des listes d'attention positives qui font que les demandeurs obtiendront leurs visas et les obtiendront surtout dans des délais réduits, premièrement, et deuxièmement, les obtiendront pour des durées allongées. La convention signée entre le Consulat général de France en Côte d'Ivoire et l'INPHB intervient à un moment où l'Institut intensifie ses partenariats avec les grandes écoles et universités françaises. La mobilité des enseignants et étudiants constitue alors une priorité. Le document que nous venons de signer trouve ici tout son sens et arrive au bon moment, car l'ouverture de l'INP sur les grandes écoles de formation d'ingénieurs se renforce chaque jour davantage. Après l'école polytechnique de Paris, Montpellier Supagro, l'École nationale de chimie de Montpellier, l'École centrale de Lyon, HEC Paris, le STP Paris, les écoles de chimie et de géologie de Nancy, l'ENAC de Toulouse, l'Université Paris-Dauphine, l'INP a conclu formellement des accords avec l'École nationale de Pont et Chaussée le 18 janvier 2019 pour la mise en œuvre d'un master professionnel en transport et aménagement urbain. La demande de visa en Côte d'Ivoire pour les étudiants a augmenté de plus de 3% par rapport aux 3 années précédentes, soit environ 4000 dossiers traités au titre de l'année 2018. Dans l'actualité politique, la coordination du RHDP à Tékoubé a été installée. Ce mouvement de jeunes veut être le relais des organes du parti auprès des militants. Il a pour mission d'organiser les réunions et manifestations au nom du parti afin de mobiliser davantage dans cette commune. Éric Goré. La coordination pour la promotion du RHDP d'Atékoubé, installée par le président national du mouvement. Sa mission, mettre en place des sections dans tous les quartiers d'Atékoubé et faire rayonner le RHDP dans cette commune. Nous véhiculons les valeurs de la République, les valeurs de la République qui, à notre sens, est le ciment de la nation ivoirienne en construction. Tous les Ivoiriens sont rassemblés autour de l'idéal du président de notre parti. Un événement qui a mobilisé les jeunes, les cadres et les femmes du RHDP d'Atékoubé. Après le congrès constitutif, nous avons le devoir de sillonner toutes nos bases avec nos jeunes, le mouvement CP-RHDP pour les investitures dans chaque commune et chaque district et chaque région. La coordination pour la promotion du RHDP compte des milliers de membres à travers la Côte d'Ivoire. Ce mouvement a été créé pour travailler en faveur de l'union de toutes les entités du RHDP, parti unifié. Le RHDP section Cocody, lui, célèbre les femmes de la commune. Les premiers responsables du RHDP Cocody ont invité la gente féminine à œuvrer pour la paix et la stabilité, des valeurs chères au parti. Ahmed Traoré et Francis Boifo. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP fait la promotion du genre. Lors de la célébration de la Journée internationale de la femme, les responsables de cette formation politique ont exhorté les femmes à adhérer massivement au RHDP. Nous n'excluons personne, au contraire, nous appelons tout le monde. Tous les habitants de Cocody sont attendus au RHDP, parce que c'est RHDP
qui va nous aider à préserver ce que nous avons reçu du père fondateur Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. En attendant, n'est-ce pas, que la direction du parti n'achève la structuration de notre grand parti, nous avons fait cette belle mobilisation avec les femmes ce soir pour les honorer. Non seulement pour honorer nos mamans à Cocody, mais également pour honorer toutes ces femmes qui ont mené ce combat politique et qui continuent de le mener pour, j'allais dire, un RHDP plus fort à Cocody. Cette célébration, une opportunité pour les femmes de faire le bilan sur le genre dans les instances de décision. Le quota de 30% désormais est effectif en Côte d'Ivoire. Et je voudrais pour cela remercier le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Je voudrais demander aux femmes de rester sereines, de rester dignes, de rester unies. Parce que nous, femmes, nous représentons ce qu'il y a d'important au sein de la nation ivoirienne. C'est nous qui nous levons tous les matins, c'est nous qui tenons nos foyers, c'est nous qui éduquons les enfants, c'est nous qui faisons les mobilisations. Donc si nous sommes unis, nous allons compter au plan politique au niveau de la Côte d'Ivoire. Aux côtés des femmes du RHDP de la commune de Cocody étaient présentes des militantes d'autres partis politiques. Tumodi et Djekanou, dans la région du Bélier, vont bientôt abriter la maison des chefs, des édifices pour renforcer la cohésion sociale dans ces deux départements. La ministre Raymond Goudou Kofi exhorte les autorités coutumières à prendre leur place dans le processus national de cohésion et de paix. Depuis l'annonce du décès de Bernard Belin Dadié, les hommages se multiplient. Le président Alassane Ouattara salue la mémoire de Bernard Dadié, grand écrivain et père de la littérature ivoirienne qui vient de nous quitter. Son œuvre riche, enseignée dans les écoles et universités, aura marqué l'histoire de la littérature contemporaine. Un hommage national sera également rendu à Bernard Dadié dans les jours à venir. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, en a fait l'annonce. Isaïo. Écrivain et homme politique, Bernard Dadié a rangé définitivement la plume le samedi 9 mars dernier. Dans une déclaration, le ministre de la Culture et de la Francophonie lui rend hommage. Bernard Dadié écrit, dit-il, pour écarter les ténèbres et ouvrir à chacun des fenêtres sur le monde. Il est un exemple d'auteur, tout à la fois prolixe et de haute veine, qui a hissé haut le pavois de nos belles lettres. Ses œuvres sont inscrites au programme scolaire depuis les années 60 et enseignées dans de nombreuses universités à travers le monde. Elles accompagnent la vie de millions d'élèves et d'étudiants pour la fierté de notre pays. Père de la littérature ivoirienne, Bernard Dadié est auteur de plusieurs œuvres et a glané plusieurs lauriers. Une performance saluée par le ministre Maurice Bandama. Bernard Dadié a reçu de nombreuses distinctions. L'une des toutes dernières est le prix James Torres Bodé Unan que lui a décerné l'UNESCO ici même à Abidjan en 2016. En reconnaissance de son immense talent et de son génie créateur, mon département ministériel a parrainé sa candidature au prix Nobel de littérature et créé des prix littéraires portant son nom. Il s'agit du Grand Prix national Bernard Dadié de littérature et du Prix national Bernard Dadié du jeune écrivain. Avec sa disparition, le continent africain perd un des défenseurs passionnés des libertés individuelles et collectives, dont les écrits et l'action politique sont un grand chant d'amour. Un hommage national sera rendu à l'illustre disparu dans les jours à venir pour magnifier l'ensemble de sa carrière littéraire.
Dans l'actualité internationale, la première ministre britannique Theresa May et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker se sont entendus, notamment sur des mesures pour éviter le rétablissement d'une frontière dure entre l'Ulster et la République d'Irlande. Il est également question de permettre à Londres de quitter l'union douanière d'ici 2020, mais l'avis du procureur général Geoffrey Cox n'augure rien de positif pour Theresa May et pour ses chances de voir son accord de divorce approuvé par les députés. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1. Tout à l'heure, RTI 1 reçoit le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables. Il va répondre aux questions sur l'électricité. Comment accéder à l'électricité en Côte d'Ivoire? Comment donc ce pays va être électrifié d'ici à 2020? Toutes les contrées reculées vont recevoir l'électricité. Comment cela va-t-il se faire? Comment le programme va être étalé dans tout le pays? C'est tout juste après ce journal, à 20h50, RTI 1 reçoit. Bonsoir à tous.